la force tranquille. Lumumba s'est échappé, tout simplement en se cachant dans la voiture de son personnel de maison. Avec l'aide de quelques partisans, un convoi de 3 voitures se dirige vers l'est. Lumumba veut regagner Stanleyville, le bastion de son parti. Il doit accomplir un voyage de plus de 2000 km, en empruntant des chemins peu sûrs et en traversant de nombreux cours d'eau. Le soir même, les partisans de Lumumba ont publié un communiqué. Lumumba ne considère pas son départ comme une fuite, mais comme le début du rétablissement de la légalité. Dans l'une des voitures, Roland, son jeune fils, et Pauline, sa femme, qui l'accompagnent. Le convoi est arrêté à plusieurs reprises, tantôt par des militaires, tantôt par des Congolais enthousiastes qui reconnaissent Lumumba et qui exigent qu'il prononce un discours. Le lendemain de son évasion, plusieurs chefs d'État africains se réunissent à Brazzaville. Le président Kasavubu est présent. Le bruit s'est répandu là. Et alors on a vu tous les leaders congolais revenir, dardard, repasser le fleuve, j'ai fait la même chose, se répandre dans la ville, Léopoldville. Et certains n'étaient pas du tout tranquilles là. Faut bien le dire. Il y en avait qui se réjouissaient, d'autres qui peut-être se réjouissaient mais n'en disaient rien, et puis il y en a d'autres qui disaient oh là là, on va vers une guerre civile, etc. Ce bonhomme remonte vers le nord, c'est évident. Il va rejoindre ses troupes, ces jeunesse lumumbistes dont on permet. Il va rejoindre en tout cas un grand morceau du Congo. Le convoi de Lumumba progresse lentement dans une zone où les voies de communication sont particulièrement mauvaises. Lumumba met 3 jours pour rejoindre l'est de la province du Kasaï. Entre-temps, les troupes de Mobutu sont sur ses traces. Les poursuivants utilisent même un petit avion piloté par un Européen spécialisé dans les vols à basse altitude. Le 1er décembre, le convoi atteint finalement l'est du Kasaï, où la population est très favorable à Lumumba. Il ne lui reste plus que 1000 km à parcourir pour rejoindre Stanleyville. Dans la nuit du 1er décembre, Lumumba et ses compagnons atteignent la rive du fleuve Sankuru, le dernier grand obstacle à franchir. À cet endroit, le Sankuru a une largeur de 600 mètres et il n'y a pas de bac pour traverser le fleuve. Lumumba et ses compagnons se concertent. Finalement, ils décident qu'un petit groupe traversera le fleuve en pirogue afin de prévenir les passeurs qui sont de l'autre côté. Lumumba effectue la traversée et prévoit de revenir plus tard. Pauline, sa femme, et Roland, son jeune fils, l'attendront sur la rive gauche. Sur ce qui se passe ensuite, les versions divergent. Selon l'une d'entre elles, Madame Lumumba et le petit Roland se seraient cachés à l'approche de soldats au moment où Lumumba est toujours sur l'autre rive. Le petit Roland aurait révélé leur cachette en se mettant à pleurer. Mais peut-être n'est-ce qu'une légende.
Toujours est-il que tout le convoi est arrêté et contraint de suivre les militaires dans leur voiture. Il y a des casques bleus ghanéens dans la région. Lumumba compte sur leur aide. Ils sont prêts à la lui donner, mais le commandement de l'ONU leur interdit toute assistance. Het bevel van die VN-top was ondubbelzinnig. De generaal en opperbevelhebber van de VN-troepen, Von Horn, die stuurde het volgende bericht terug. Geen actie mag door u ondernomen worden met betrekking tot Lumumba. Wij waren voor zijn persoonlijke veiligheid enkel in zijn huis in Leopoldstad verantwoordelijk. En dat bevel is ook overgemaakt aan alle Ghanese regimenten op het terrein. Lumumba est transféré par avion jusqu'à Léopoldville. Le 2 décembre, on le livre comme un trophée de guerre. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il était ébouriffé et qu'il avait le visage gonflé. On s'est dit, oh là là là, ça se présente très mal. Il a dû être battu dans l'avion. Ça a dû se passer très mal. Sortait derrière lui d'énormes policiers militaires, casqués, armés. J'ai dit, oh là là, il n'en sortira pas. On amène Lumumba à la villa du colonel Mobutu. Mobutu regarde les soldats maltraiter leurs prisonniers. Et puis Mobutu a fait un signe, il n'a rien dit, il a fait un signe, comme pour dire, emmenez ça. Et le camion est parti et nous avons été immédiatement coupés de la poursuite de ce camion, c'était fini. Lumumba ne peut pas rester à Léopoldville. Ses partisans y sont trop nombreux. On l'emmène à Tisville, dans le Bas-Congo. On l'enferme dans un camp militaire. Mais Tisville n'est pas un lieu entièrement sûr. Des casques bleus marocains sont stationnés dans la ville et ils pourraient sympathiser avec Lumumba qui n'est toujours pas éliminé. Le danger vient maintenant de Stanleyville. Gizenga, un partisan de Lumumba, a formé son gouvernement qui gagne du terrain de jour en jour. Le Katanga de Moïse Tshombe est menacé par des opposants lumumbistes qui mènent une guérilla très dure dans le nord de la province. Mais la magie de Lumumba opère toujours. Ses gardiens militaires tombent sous son charme. Quand on a appris qu'à Taïsville, il était parvenu de sa prison à, disons, gagner la confiance des soldats qui étaient là pour le garder et à créer dans ce camp de Taïsville une nouvelle mutinerie, je prie croire que la crainte est devenue alors très vive. Le temps est venu de trouver une solution définitive au problème Lumumba. Il faut le transférer dans un lieu où il sera inoffensif. Deux destinations sont envisagées. La première est Bakwanga, la capitale du Sud-Kasaï sécessionniste d'Albert Kalonji. Ce dernier a déjà annoncé qu'il serait ravi d'accueillir Lumumba,
ajoutant qu'il le fera exécuter sur le champ et utilisera son crâne comme vase. Bakwanga est donc synonyme d'exécution pour Lumumba. Ça oui, ça on le savait. Mais c'est pas nous qui avions choisi la destination Bakwanga, hein. C'est les Congolais qui avaient. Mais vous êtes au courant Nous sommes au courant des deux destinations. des deux destinations. La deuxième possibilité est Elisabethville, la capitale du Katanga indépendant de Moïse Tshombe. Sur l'accueil qui serait réservé à Lumumba, les avis divergent. On avait construit à Jadotville une prison qui était considérée comme avant l'indépendance comme une prison très sûre et très, je ne vais pas dire un établissement modèle, hein, mais une prison dont on ne s'échapperait pas. D'ailleurs, Lumumba avait été précédemment déjà enfermé dans cette prison lorsqu'il avait été condamné précédemment. Donc, c'était ça surtout là. C'est ça ce qu'il m'a dit, hein. On va le mettre dans une prison sûre. Les Belges installés au Katanga ont une autre opinion. Ils sont certains que transférer Lumumba à Elisabethville équivaut à signer son arrêt de mort. Lumumba avait été menacé de mort par M. Munogo et M. Kiboué déjà à la table ronde à Bruxelles en 1960, en janvier 1960. Kiboué et Munogo avaient dit à Lumumba, si tu mets les pieds au Katanga, tu n'en sortiras pas vivant. Jacques Barthelou et ses collègues parlent en connaissance de cause. Ils travaillent en étroite collaboration avec les ministres katangais. On dit même que les conseillers belges forment le véritable gouvernement du Katanga. C'était plutôt le cerveau, à mon avis. Hein. C'était le cerveau qui jouait un rôle de cabinet politique de Tshombe, qui pensait, qui faisait ses discours, qui structurait la politique de sécession, mais toujours avec un point de vue belge, c'est-à-dire que nous étions là pour sauver les mœurs. Bruxelles mise toujours sur les deux tableaux, le Congo et le Katanga. Ce dernier devant être la tête de pont pour reconstruire le Congo. L'homme choisi pour mener cette tâche à bien est le comte Harold d'Apremont-Linden. Au cours de l'été 1960, comme attaché de cabinet de Gaston Eskens, il a rendu la sécession techniquement possible et installé les conseillers belges à Elisabethville. Lorsque l'opération est menée à bien, Eskens en fait son ministre des Affaires africaines. C'est dans le cadre de cette fonction que le comte va jouer un rôle important dans les dernières heures de Patrice Lumumba. Bien avant qu'il ne soit question d'une expulsion vers le Katanga, il déclare à ses collaborateurs que l'élimination définitive de Lumumba est nécessaire. Les Belges sont omniprésents au Katanga. Derrière chaque noir ayant un tant soit peu de pouvoir, il y a un blanc, dans l'administration, dans la police, dans l'armée. Lorsque Tshombe apparaît en public, on voit presque toujours à ses côtés son conseiller belge, le major Guy Weber. Tshombe jouit aussi du soutien personnel du roi Baudouin. Alors que le premier ministre légal du Congo est en prison, le rebelle Tshombe est reçu à Bruxelles avec tous les honneurs. Tous ceux qui voudraient bien marcher avec le Katanga a une porte ouverte. Vous attendez M. Kasavubu aussi. Ben, j'attends aussi M. Kasavubu qui fera. Lumumba.